Voici le canal français, voici le canal français. Bienvenue à notre premier groupe de discussion régionale. Bienvenue au nom de la Fondation internationale de la LMC. Malheureusement, une de mes collègues n'a pas pu venir ici parce qu'il est 3 heures du matin pour l'Australie, donc c'est un peu tard. Et malheureusement, docteur Mathilda Angandi, qui s'était préparée pour être l'animatrice de notre réunion, n'est pas en mesure de nous rejoindre. Donc, je suis ici en tant qu'animatrice pour vous aider. Alors, avant de commencer avec la discussion, je voulais brièvement vous présenter notre fondation ICMLF pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas. C'est euh, une organisation pour médecins et notre mission globale est d'améliorer la situation des patients souffrant de LMC dans le monde et l'objectif principal est d'améliorer la gestion de l'éducation en LMC par le biais de réunions, par le biais de discussions, de groupes, de webinaires tels que celui-ci, mais également pour vous aider avec des séminaires d'experts, des conversations plus approfondies et un centre de connaissances qui contient beaucoup de présentations intéressantes. L'objectif suivant est d'utiliser la puissance de la recherche mondiale. Donc, l'objectif est de travailler avec l'Alliance génomique, l'Alliance TFR et les centres de recherche internationaux avec des projets tels que le projet LMC dans les pays à faible revenu ou le projet sur l'enquête sur l'hépatite B. Et si vous êtes intéressé par l'un de ces projets ou par tous les documents servant à l'enseignement, n'hésitez pas à nous contacter et nous pourrons vous aider. Alors, nous allons commencer tout de suite et nous allons passer à notre conversation d'aujourd'hui. Nous avons deux sujets aujourd'hui. Tout d'abord, la prise en charge de la LMC en phase avancée, notamment dans les milieux aux ressources limitées. Et le deuxième sujet est la LMC en tant que deuxième incidence de malignité. Avant de commencer, voici quelques données pratiques. Nous aimerions vous demander de bien vouloir couper votre micro lorsque vous ne parlez pas. Pendant la discussion, vous pouvez bien sûr brancher votre micro. Laissez vos caméras branchées si possible pour que nos orateurs aient un public à qui s'adresser. Et vous pouvez envoyer vos questions soit par le chat, soit en levant la main. Mais nous aimerions vous encourager à envoyer vos questions pendant la présentation, pendant la discussion avec les experts pour que l'on puisse avoir une discussion aussi interactive que possible. Si vous avez des difficultés techniques, des problèmes au niveau de l'interprétation, vous pouvez m'envoyer un texto aussi ou écrire dans la fonction chat. Nous allons donc commencer par le premier sujet, la prise en charge de la LMC en phase avancée dans les milieux aux ressources limitées. Et nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir deux expertes de renom. Tout d'abord, le docteur Arlam Nasser, experte de l'université de Muhimbili, l'université pour la santé et les sciences alliées à Dar es Salaam en Tanzanie. Et là, il faut que je lise parce que je ne connais pas tout son CV, mais vous êtes au comité directeur sur de la discussion clé sur la LMC en Afrique. Vous apportez toujours une contribution importante à chaque réunion et nous sommes vraiment privilégiés de vous avoir parmi nous aujourd'hui comme experte. Vous avez à vos côtés une experte internationale, la professeure Marie Copeland de l'Institut des sciences du cancer de l'Université de Glasgow au Royaume-Uni.
Le professeur Cobland est une hématologue de renommée mondiale et professeur d'hématologie translationnelle, comme je l'ai dit déjà, à l'université de Glasgow. Et c'est une grande amie et une collaboratrice de la Fondation internationale de la LMC. Et nous sommes ravis de l'accueillir ici aujourd'hui comme experte internationale. Nous allons donc nous lancer tout de suite dans le premier sujet. Et Harlam, nous avons 10 minutes pour entendre votre présentation et ensuite la professeure Copland pourra intervenir pour donner une perspective internationale. Donc, je vais m'arrêter ici dans mes diapos et vous pourrez lancer le partage de votre écran. Bonjour à tous. Merci de cette présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, ce n'est pas encore en mode présentation, mais on voit vos diapos. Voilà, maintenant c'est bon. Formidable. Merci. Alors, notre sujet, comme je l'ai dit, c'est la gestion de la LMC en phase avancée dans des environnements à ressources limitées. Si vous n'avez pas eu le plaisir d'aller en Tanzanie, c'est en Afrique, c'est la République unie de Tanzanie, parce que c'est l'union de deux pays, la Tanzanie continentale et les îles Zanzibar. Donc, nous avons à peu près 65 millions de personnes, le 13e pays en taille en Afrique. Et nous avons de plus en plus d'hématologues dans le pays, maintenant 45 à peu près. Et comme vous le voyez à l'écran, vous voyez les zones où nous avons des soins d'hématologie. Cependant, nous avons l'accès au ZKTK uniquement à Dar es Salaam et dans un deuxième lieu de Tanzanie. C'est la leucémie que l'on voit le plus souvent, la LMC. On a environ 50 à 80 patients par an. L'âge médian au moment du diagnostic est 38 à 45 ans, donc c'est assez jeune par rapport aux patients que l'on voit aux États-Unis, au Royaume-Uni par exemple. Et nous avons des inhibiteurs qui sont disponibles à notre institut de Dar es Salaam, mais aussi à l'institut du Kilimandjaro. Voici la toile de fond sur les patients que l'on rencontre. En général, cela correspond à la tendance des pays à faible revenu ou à revenu moyen. La majorité des patients, plus de 98%, sont symptomatiques et ils ont des symptômes depuis au moins un an lorsqu'ils se présentent dans une infrastructure de santé. Et on a une forte charge de la maladie avec une forte splénomégalie, un, une numération des globules blancs médianes que vous voyez. Et ce sont des patients en général à haut risque. Et en général, on se retrouve donc dans des groupes de haut risque. Je vais commencer à vous présenter le premier cas pour que l'on ait un peu de possibilité d'en discuter. Notre premier cas est une femme de 35 ans qui s'est présentée avec des antécédents de 7 mois de distension abdominale progressive associée à une satiété précoce, accompagnée de symptômes d'anémie et de symptômes constitutionnels, fièvre, sueur nocturne et perte de poids. À l'examen, elle était pâle avec une forte splénomégalie de 20 cm. Lorsque l'on voit ce que l'on voit à l'examen clinique, ici vous avez tous les chiffres et vous le voyez ici dans la numération, vous voyez qu'on est en hémoglobine à 9,7, MCV 86 et le pourcentage de blast est de 7%. Donc, il s'agit là d'une LMC en phase chronique avec BCR ABL1. On a vu avec un PCR que c'était à 58,9%.
La patiente a été renvoyée à notre institut pour un premier traitement à l'imatinib à 400 milligrammes. Elle se présente après 2 semaines en gonflement progressif du fessier gauche associé à une douleur lancinante, intense et à de la fièvre. Au départ, elle a été traitée avec des antibiotiques et des analgésiques pardon, dans un établissement Poissin avec une légère amélioration. La clinique LMC, l'examen a révélé la présence de masses nodulaires fermes et sensibles dans le quadrant supérieur gauche, mesurant environ 4 par 3 centimètres, sans écoulement ni pus sortant des masses nodulaires. On a vu également de multiples masses sous-cutanées solides avec vascularisation périphérique et on a conclu qu'il s'agissait probablement d'une infiltration leucémique ou de dépôt dans les tissus mous. Malheureusement, pour des raisons de contraintes financières, une biopsie n'était pas possible. D'autres tests ont montré un CBC à 1 mois avec des globules blancs en diminution. On est passé de 400 à 100 à peu près. L'anémie s'est aggravée. On est passé, on est à 76,6. On a vu un pourcentage de blast de 11% au frottis en phase accélérée. Hein, ça représente, ça on a vu ici les recommandations de l'OMS de 2016, dont la conclusion était que cette patiente a une LMC avec sarcome myéloïde, une prolifération blastique extramédulaire, ce qui a amené à une LMC en crise blastique. Et donc, la patiente a été placée sous ponatinib 30 milligrammes une fois par jour et on lui a demandé de revenir 1 mois plus tard. Alors, les questions que l'on peut poser pour la discussion, les voici. Qu'aurait-on faire différemment? Y a-t-il la possibilité d'un traitement local, chirurgical ou une radiothérapie peut-être? Y a-t-il Est-ce que le ponatinib seul était suffisant? Quel est la possibilité d'avoir une chimiothérapie systémique et des tests supplémentaires auraient-ils pu être recommandés par la biopsie? Et quels sont les résultats attendus ou réponses pour les patients présentant une atteinte extramédulaire? Professeur Copeland, je vous rends Professeur la Copeland, parole. je vous rends la parole. Oui, c'est un cas qui dégénère très rapidement, qui est assez difficile à prendre en charge et on arrive ici dans une phase avancée. Alors, en ce qui concerne la prise en charge proposée, très honnêtement, je ne pense pas que j'aurais fait les choses différemment. Il y a eu les tests cynogénétiques, il y a eu les tests au niveau de la ponction euh, cellulaire. Alors, tout semble indiquer un risque élevé, mais il faudra voir également d'autres indications, comme par exemple la rate. Au bout d'un mois, le comptage des cellules, les globules blancs a baissé, ce qui est bon signe, mais pour le reste, je trouve que c'est assez inquiétant. Et la présence du sarcome montre effectivement que nous sommes en présence du LMC. Et il faudrait voir ce qui se passe au niveau de la moelle épinière. La LMC est une maladie systémique et donc il faut mettre en place un traitement systémique. Alors, je ne sais pas le type de traitement auquel vous avez accès, notamment en termes d'ITK. Si cette patiente était ici, elle recevrait un traitement chimiothérapeutique intensif avec de la ponatinib. Et on utiliserait également le Flagide et l'hydromacine. Avec la ponatinine sur une quantité de 45 milligrammes peut-être
Donc, ce que nous aurions fait, c'est une chimiothérapie systémique. Je ne sais pas si vous avez accès à cela. Il faut comprendre également qu'il y avait une splénomégalie massive. Enfin, je ne sais pas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que vous pouvez confirmer? Oui, effectivement, je ne l'avais pas dit, mais c'était visible à un mois. De 6 à 8 centimètres, donc assez importante, effectivement. Mais bon, quand même mieux que ce que c'était au départ. Donc, une chimiothérapie systémique, dans ce cas-là, c'est ce que nous aurions fait ici. Et avec des examens plus poussés, peut-être d'autres choses, mais c'est très difficile lorsque les ressources sont limitées. Nous aurions peut-être fait le sillonné génétique et nous aurions demandé à la patiente de revenir au bout d'un mois. Donc, nous aurions sans doute fait un dépistage spécialisé également. Et peut-être voir un panel de séquençage myéloïde, mais je ne suis pas sûre que ça changerait en réalité la prise en charge à ce stade. Et nous aurions également fait une recherche de donneurs pour une greffe. Je ne sais pas si vous avez cette possibilité. Est-ce que vous pouvez faire des greffes, pardon, dans le cas des LMC? Réponse. Non, à ce stade, nous n'avons pas cette possibilité. Mais pour le type de traitement auquel que vous avez accès, je pense que passer au ponatinib est tout à fait juste parce qu'il y a effectivement une patiente à risque élevé qui n'a pas répondu positivement à la prise en charge précédente et donc l'introduction de le ponatinib s'impose parce qu'il y a une avancée de la maladie. En ce qui concerne les résultats escomptés, je pense qu'il y a la question des blastes, il y a ici une question extramédulaire. Il faut comprendre quels sont les index de la moelle épinière. Il y a une méta-analyse qui a été faite il y a 6 ou 7 ans et qui montre que le taux de survie est important lorsque l'on combine l'ITK à moins de 30% et la chimiothérapie. Et pour l'ITK seul, c'est moins de 20%. Donc, ça représente une population peu importante, malheureusement. Raison pour laquelle nous introduisons une thérapeutique intensive dès le départ pour garantir une rémission. Et si l'on peut, eh bien, on consolide cela avec une greffe. Mais lorsque les ressources sont limitées, la greffe n'est pas possible, malheureusement. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite intervenir. Docteur Nasser, je ne sais pas. Je crois que vous avez vraiment fait tout ce que vous pouviez avec les ressources disponibles. L'important ici, c'est la chimiothérapie systémique. IHAB ici. Moi, j'aurais quelques questions. Nous avons eu deux patientes avec ces problèmes, mais ce n'était pas au niveau des blastes que se situait la difficulté. Pour le reste, nous sommes en phase chronique. Une biopsie aurait été utile, mais comme on l'avait dit, compte tenu des ressources limitées, c'est difficile. C'est clairement une myéloïde, mais il faudrait confirmer que c'est myélide et non pas lymphome. Oui, nous avons vu certains facteurs assez élevés, mais il faudrait comprendre quel est le degré de précision de la machine lorsque les globules blancs sont si élevés. La patiente va bien à l'heure actuelle. Nous attendons de la revoir à la clinique après un mois de traitement.
Très bien, merci. Est-ce que vous allez augmenter la dose à 45? Oui, effectivement, si ça se passe bien avec le ponatinib et si elle tolère bien le traitement, on peut passer à 45. Mais sinon, on en reste à 30. J'aimerais poser une question. Dans une des diapositives précédentes, vous avez montré qu'il y a 41% de personnes qui présentent un risque élevé. Est-ce que j'ai bien lu votre diapositive? Est-ce que c'est correct? Oui. Dans les études que nous avons faites, on dit effectivement qu'il y a 41% de la population qui présente des risques. Et vous dites également que la LMC est un risque pour 84%. Alors ça, c'est un facteur à prendre en compte parce que l'un des problèmes auxquels vous faites face en Tanzanie et dans d'autres pays d'Afrique, c'est le diagnostic qui arrive assez tard. Cela signifie qu'il y a un risque élevé. Il semble que la maladie est en phase chronique, mais on ne peut pas exclure des petits clones prêts à devenir blastiques. Je pense que c'est l'un des risques que vous rencontrez. D'où ma question. Vous avez très bien commencé avec un excellent médicament, mais qui est peut-être plus faible que d'autres. Puisque vous faites un diagnostic de ce type, pourquoi ne pas utiliser une thérapie à induction? Et cela peut être fait de différentes façons, même avec la chimio, mais peut-être avec des ITK plus puissants. C'est disponible à l'heure actuelle. Il y a la ponatinib, mais il y a d'autres choses. Nous ne savons pas encore si cette patiente répond positivement à la ponatinib. Dans ce cas, j'aurais utilisé la dose maximum de ponatinib, 45, même si c'est une femme de 25 ou 35 ans. Et puis les blastes en association avec la chimio, comme Marie le sait très bien parce qu'elle suit un protocole excellent, au niveau des ITK, il y a toujours des choses à faire, selon moi. Et puis, effectivement, envisager une greffe. Mais je ne sais pas lesquelles de ces options vous sont disponibles dans votre pays et dans d'autres pays africains. L'autre possibilité, si la chimio intensive n'est pas disponible, est la ponatinib. Le groupe français a obtenu d'excellents résultats avec cela. Ça permet de garder la patiente à la maison, chez elle. Donc, ce n'est pas enfin, je veux dire, c'est une thérapeutique en ambulatoire. Giuseppe, absolument, Myri, vous avez tout à fait raison. Mais vous êtes très jeune et je suis beaucoup plus vieux. Et je me souviens de cette tentative thérapeutique faite par Michele Carella, qui a utilisé la chimio. Et au bout d'un moment, la plupart des patients avaient un, un pH négatif avec une récupération de la moelle épinière. Mais après, il y avait à nouveau une prévalence du pH positif sur la moelle. Ici, vous avez quand même une situation aiguë. Alors, l'ITK peut être utilisé, mais il y a d'autres situations, d'autres possibilités. Il faudra il faudra vérifier la distension tissulaire, il faudra voir la toxicité, la nécrose et la toxicité, mais il faudrait envisager, je pense, d'autres solutions.
nous ne voyons pas suffisamment de cas de ce type en Italie pour vraiment dire quoi faire. Mais si j'étais face à un cas de ce type, j'envisagerais effectivement une thérapeutique chimiothérapique dès le début, avec la vénétoclaste, donc des médicaments qui sont toxiques, nous le savons, mais qui peuvent être utilisés. En tout cas, c'est une idée à laquelle on doit réfléchir. C'est une voie d'exploration. Merci beaucoup de cette intervention. Alors, je vois qu'il y a un commentaire qui a été affiché sur le chat et on va ensuite passer au deuxième cas. Et ensuite, Marie, après votre contribution, on pourra revenir à l'intervention qui est dans le chat. N'hésitez pas à envoyer des questions supplémentaires dans le chat. Harlem, à vous. Oui, merci. Alors, je vais passer à la suite, justement, pour que l'on poursuive la discussion. Voici le cas numéro 2. J'espère que vous voyez bien ma diapo. Stéphanie, vous pouvez confirmer? Oui, OK. Alors, voici une femme de 25 ans qui s'est présentée avec des antécédents de distension abdominale progressive, des symptômes d'anémie et des symptômes depuis un an. À nouveau, une splénomégalie pâle et massive de 20 cm. Les tests ont montré qu'il y avait une numération des globules blancs d'environ 300, une neutrophilie euh, avec une prédominance de lymphocytes. Et vous voyez que pour le reste, les plaquettes notamment étaient normales. On voit au frottis BMA les granulocytes à tous les stades de maturation avec 51% de blastes, essentiellement des myéloïdes. Et donc, il s'agit là d'un diagnostic de LMC en crise blastique avec une transformation en LAM. Et au départ, parce qu'on n'avait pas le traitement disponible, on a commencé avec de l'imatinib à 400 mg et la patiente à 2 mois a signalé des antécédents d'hémorragie sous-conjonctivale et de saignement menstruel abondant. Et vous le voyez ici que on a une neutropénie, une encétopénie, donc même si le taux de plaquettes était élevé, l'hémorragie était aussi liée à un dysfonctionnement au niveau des plaquettes. Et à 2 mois, euh, la patiente donc, avait toujours ce type de difficulté avec une hémorragie sous-conjonctivale qui s'était arrêtée. À 3 mois, la patiente a présenté une leucocytose avec des blastes myéloïdes. Vous voyez ici le CBC. Et une fois que l'on a fait le BCR, on a vu que c'était très bas à juste un peu plus de 1%. Donc, ce n'est plus simplement ce que l'on avait pensé au départ, c'est une cytogénèse. Alors, nous n'avons pas accès à la chimiothérapie par induction euh, sans la présence d'halogène ou de greffe. Donc, la patiente a été placée en soins palliatifs et ensuite on est passé à l'essatinib. Et malheureusement, la patiente est ensuite décédée à 4 mois. Donc, on a vu les limites, quelle aurait été la meilleure approche. Cela a déjà été discuté dans le cadre de cas précédents. Donc, quelle est l'approche minimum recommandée lorsqu'il y a des ressources limitées? Une question que l'on peut poser, c'est que si l'on veut passer à un traitement d'entretien, dans les hôpitaux, si on peut donner la chimiothérapie euh, par induction,
En l'absence d'une greffe allogénique de cellules souches, quel est le pronostic? Est-ce que vous recommanderiez quelque chose? Quel est le taux de survie à 5 ans en l'absence de greffe? Parce que pour certains de ces patients, on demande un paiement pour un traitement d'entretien par chimiothérapie, par induction, ce qui leur coûte extrêmement cher, mais il y a quand même énormément de décès. Donc lorsqu'on a ces discussions, on veut expliquer aux patients quels sont les résultats escomptés du traitement. Donc, est-ce que vous recommanderiez cette induction en utilisant uniquement la chimiothérapie ou les ITK? Et quel est le pronostic attendu vraiment et le taux de survie à 5 ans? Je crois que lors de l'examen du cas précédent, on a déjà euh, mentionné certains de ces points, mais ce serait bien quand même d'avoir votre avis sur ce cas particulier. Professeur Copeland, je vous renvoie la parole. Oui, merci beaucoup. Il s'agit là de 2 cas très difficiles. Bon, s'il n'y avait pas de limite de ressources, comme cela a été discuté, on aurait donné une chimiothérapie intense avec des ITK pour cette patiente et ensuite on serait passé à une greffe allogénique de cellules souches. Mais lorsque vos ressources sont aussi limitées, et que vous n'avez pas accès à une greffe, je crois qu'il faut donner un ITK puissant, si possible. Pardon, petite question dans ce cadre-là. Est-ce que vous envisageriez là le ponatinib ou une autre option parce qu'on a le dasatinib qui a des avantages quand même? Que recommanderiez-vous entre les deux? Cette patiente était en phase blastique myéloïde et non pas lymphoïde, c'est cela? Oui, oui, pour cette patiente spécifique-là. Oui, je crois que le ponatinib est plus puissant et est aussi assez efficace sur certains euh, points. Et étant donné que le ponatinib peut aller plus loin, moi, dans cette situation, je donnerais quand même le ponatinib. Alors, approche minimale, oui, chimiothérapie intense avec ITK. Et ensuite, on passe à un traitement d'entretien ponatinib si vous avez une réaction, et ce, à long terme, si vous n'avez pas la possibilité de faire une greffe. Si vous ne pouvez pas donner la chimiothérapie intense, alors la recommandation minimale sera palliative. Et à ce moment-là, c'est l'approche euh, la plus sensée pour la patiente. Donc, l'hydroxycarbamide, par exemple, pour contrôler les globules blancs. Euh, bon, on peut avoir un autre traitement à faible dose qui va faire chuter les globules blancs, mais ça signifie beaucoup d'injections, alors que l'autre option est plus facile à gérer si c'est l'approche que vous choisissez. Le pronostic avec induction et un traitement d'entretien, je crois qu'il est probable que ces patients vont rechuter, mais il pourrait avoir des mois, voire des années avant cette rechute. Le taux de survie à 5 ans sans greffe sera bien inférieur à 20%, je dirais. Cela dépend des autres types d'ITK que vous pouvez envisager, mais si vous avez des ressources limitées, je crois que le résultat sera assez médiocre dans ce cadre-là. Mais on peut entendre d'autres commentaires. Et je vois une question du docteur Ephraim dans le chat. Oui, il y a un avantage potentiel à donner une chimio intensive avec des ITK sans greffe, si les ressources limitées, à ce moment-là, on essaie d'avoir une dose d'entretien d'ITK. Mais ça, c'est à voir avec le patient. Je serais intéressée par l'avis d'autres experts aussi. Merci. Y a-t-il d'autres commentaires? Oui, j'ai une question subsidiaire sur l'anatinib après induction. Lorsqu'on parle du patient qui a des mois ou des années de plus potentiellement, est-ce que c'est parce qu'il y a 60-70% de cas de rechute
on essaie de voir ici, quelle est l'abordabilité de l'induction. C'est toujours mieux d'avoir quand même une idée du pourcentage après 1 an, par exemple. Quel est le taux de survie après 1 an? Est-ce que l'on parle de 20%? Alors, avec l'étude de ponatinib de l'ECUSPACE, qui donnait uniquement du ponatinib, là c'était en dernier recours, hein, parce que c'est pas utilisé en premier traitement, sauf si c'est en combinaison, mais 18% des patients sont arrivés à une rémission cytogénétique complète et le taux de survie à 3 ans était de 9% en phase blastique. Donc c'est vraiment très limité, malheureusement. Mais pensez-vous que ces chiffres, enfin, je n'ai pas la réponse, hein, mais pourraient être un peu améliorés pour le de novo? Oui, c'est vrai, pour de novo, c'est amélioré. C'est ce qu'on a vu avec les match points. Avec de novo, les patients s'en sortent mieux. Et ça, c'est assez bien reconnu déjà. Les progrès, les autres, malheureusement, progressent négativement. Avec une approche plus agressive, les patients auraient peut-être eu la possibilité de s'en sortir, mais si vous n'y avez pas accès, alors... Oui, mais dans cette situation-là, le taux de survie à 5 ans, hein, dans l'absence de greffe, bien sûr, à votre avis, quel est-il ce taux de survie à 5 ans, Maïri? C'est quasi nul, le taux de survie. Oui, je crois que ce sera très bas. Je dirais 10%, voire moins dans cette situation. Oui, c'est bon, ça c'est quasi nul comme taux de survie. Et donc, c'est justement l'un des problèmes auxquels on est confronté pour des patients de ce type lorsqu'une greffe allogénique de cellules souches, enfin, une greffe est très importante en Afrique lorsque les patients sont jeunes. Il y a beaucoup en général de personnes dans la fratrie, donc on a la possibilité peut-être de faire quelque chose avec un centre peut-être de greffe de cellules souches. Dans ce cas, apporté par d'autres personnes. En Afrique, la situation, hein, on a 41% de patients à haut risque. Il faut que l'on regarde les informations de nos expériences, mais la situation environnementale est bien différente. Donc, bon, j'utilise peut-être les mauvais termes, mais il faut utiliser peut-être un peu plus d'imagination pour faire le mieux, tout ce qui est dans nos possibilités, dans une situation qui est assez difficile. Moi, je ne crois pas qu'il y ait vraiment beaucoup de différence à utiliser l'imatinib ou l'azacitidine ou même le ponatinib ici. Mais je crois que l'on doit réfléchir à la possibilité d'une greffe parce que ça va augmenter la probabilité de survie à 5 ans de 30 à 40% dans ce cas-là. Donc, dans cette situation, bien sûr, bon, on ne pouvait rien faire de plus et puis la patiente est décédée après 4 mois. C'est la réalité et il faut essayer d'organiser quelque chose. Bon, les gens, on connaît la réaction avec la LMC, mais avec lymphoïde, c'est bien mieux, mais bien sûr, c'est euh, plus cher. Mais en myéloïde, sans greffe, c'est vraiment très difficile pour le patient. Est-ce qu'il y a eu progression au niveau des greffes, au niveau de la disponibilité? Oui, c'est vrai, on l'a vu, on l'a vu. Il y a beaucoup de patients qui pourraient avoir quelqu'un dans leur fratrie. Oui, vous avez tout à fait raison, mais bien sûr, il faut qu'il y ait une greffe parfaitement compatible. Mais il faut faire quelque chose. Généralement, pour une mère, ça ne pose pas de problème parce qu'il y a les enfants. On doit envisager cette possibilité d'avoir un fils. Euh,
qui est haploïde à 50%, et à ce moment-là, on peut envisager d'éviter tout le reste, mais ce n'est pas une situation optimale en termes de greffe. Mais avoir une possibilité de survie de 30 à 40% par rapport à quasiment rien, c'est quand même beaucoup mieux, il me semble. Désolée, c'est une discussion passionnante, mais malheureusement, je dois vous quitter. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup, Giuseppe, quoi qu'il en soit, de votre participation. Je crois que le moment est venu de passer au cas suivant, à, à l'exposé suivant, mais avant cela, j'aimerais quand même juste faire un dernier tour de table pour savoir s'il y a des questions. Je vois une question du Kenya qui n'a pas pu se joindre à nous, mais qui a envoyé un commentaire. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres commentaires des participants sur ces deux premiers cas? Alors, puisque ce n'est pas le cas, nous allons passer à la présentation suivante. Je vous donne la possibilité de vous présenter. Soyez donc le bienvenu. Allez-y. Mathilda. Bonjour. Bonjour. Bonsoir à tous. Merci de cet exposé particulièrement intéressant et j'aimerais remercier ma collègue de Tanzanie. La situation qu'ils connaissent en Tanzanie est la même que celle que nous rencontrons nous, à savoir que les patients arrivent déjà lorsque la maladie est en phase avancée, avec des comptages de globules blancs très élevés, avec des problèmes de mégalie assez importants. Donc, merci d'avoir partagé ce cas. Je trouve ça très intéressant et j'ai beaucoup apprécié les interventions. J'espère que d'autres participants oseront prendre également la parole. Merci Mathilda. Alors, nous allons passer à la deuxième présentation. Mathilda, vous reprenez la main avec la présentation ou je continue? Qu'est-ce que vous souhaitez faire, Mathilda? Je vous en prie, Stéphanie, continuez et puis j'interviendrai ici et là. Très bien. Eh bien, dans ce cas, je vais partager les diapos.
Oui, ce serait utile pour nous tous de pouvoir relire vos questions. Oui, un cas très intéressant. Je ne crois pas que j'aurais fait quoi que ce soit différemment. Je crois qu'on peut jamais dire faire quelque chose de mieux. Il faut dire que faire quelque chose de différent. Mais oui, je suis tout à fait à l'aise avec la combinaison de l'ITK avec d'autres traitements. Euh, Mais si vous, utilisez l'imatinique avec du Glivec, par exemple, il y a de bonnes données de sûreté, donc il y a pas de problème. Moi, j'aurais pas de difficulté à combiner les 2. Pas d bon, d'indication pour la greffe. Bon, moi, je suis pas, spécialisée dans les lymphomes, hein. Je me, heu, concentre plutôt sur la leucémie, mais je crois qu'on a un taux de survie de 60 à 70 pour les lymphomes. Moi, je crois pas qu'on ait d'indication favorable à la greffe. Alors maintenant, la LMC coexistant avec d'autres cancers. Oui, il faudrait pas perdre tout l'argent dans un seul traitement. Oui, alors, il n'y a que peu de données sur la LMC qui coexiste avec d'autres cancers ou quelqu'un qui a un cancer et qui est sous traitement et qui voit apparaître une LMC ensuite. Je vais d'abord commencer par ceux qui ont un cancer et qui ensuite développent une LMC. En théorie, et Marie, corrigez-moi si je me trompe, la une LMC secondaire n'est pas vraiment, connue à part, à Hiroshima et Nagasaki où 15 ans plus tard, il y a une, petite augmentation de LMC. Mais la LMC, c'est, souvent un cancer qui apparaît après un traitement de cancer du poumon, cancer du sang et cetera. Donc il y a, une petite série de 7 patients, ça fait pas beaucoup de monde, qui ont développé une, LMC après un traitement et ils n'ont pas très bien réagi à l'imatinib. C'est mieux passé avec un ITK de deuxième génération. Mais si on a chimio et radio, et ensuite on peut récupérer une LMC. Là, l'historique est différent. Si on a la LMC et un lymphome qui apparaissent en même temps, là, je ne m'attendrai pas à un pronostic différent de ce que l'on a pour une LMC. Alors, quelle est la prévalence de la LMC coexistant avec d'autres types de cancers? Je n'ai pas la réponse à cela. On a un registre, on récupère des données à l'heure actuelle qui inclurait des patients souffrant de LMC. On va voir ensuite s'il y a un autre cancer qui s'est développé avant ou après la LMC, mais pour l'instant, on n'a pas les données. On ne pense pas de toute façon que la LMC augmente le risque d'avoir d'autres cancers. Pour le reste, oui, pas de problème pour le TFR. Je n'aurais pas de difficulté à utiliser le TFR. Notamment parce qu'il continue l'autre traitement pour l'autre cancer. Donc là, je n'aurais aucune hésitation à avoir le TFR pour ces patients-là. Docteur Copeland, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose? Oui, docteur Copeland ou d'autres experts. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'experts. Oui, quelques remarques tout d'abord sur la coexistence ou la révélation. Je l'ai vu pour des patients qui ont eu un cancer du sein ou un lymphome, 10 ou 15 ans plus tard, ils voient apparaître une LMC qui est probablement liée à la radiothérapie. Pour ce qui est de la prévalence de la LMC qui coexisterait avec d'autres cancers, bon, c'est peut-être spécifique pour notre population. Il y a un fort taux de cancer dans la population. Donc, une personne sur deux dans notre pays aura un cancer à un moment donné dans sa vie. Donc, dans notre population, c'est ce qui se passe. Dans votre population, peut-être différent.
par les ITK se retrouvent à vie et on aura probablement la moitié de ces patients qui vont avoir un deuxième cancer. Donc le taux de coexistence va être assez élevé. Mais normalement, on essaie de traiter l'autre type de cancer comme on le ferait d'habitude. Ça, c'est mon avis. Mais on voit beaucoup de gens qui voient paraître un deuxième cancer, notamment une LMC suite à une radiothérapie, parce qu'il y a aussi d'autres facteurs de risque. Donc voilà, ce que je peux dire ici. Mais en tout cas, oui, TFR si c'est possible. Oui, tout à fait. Y a-t-il d'autres commentaires sur ce point de discussion? Mathilda, vous voulez faire un commentaire? J'ai une question, parce que je crois que cette présentation a été excellente, mais j'ai une question à poser aux autres experts qui sont présents ici. J'aimerais savoir quelle pourrait être la possibilité d'avoir pour cette patiente une crise blastique au moment du diagnostic et quels auraient été les tests supplémentaires qu'on aurait pu faire pour faire la différenciation? Parce que je crois qu'on a eu un cas similaire l'année dernière. Donc, c'était un LNH et il y avait... On ne savait pas si c'était une crise blastique LMC ou autre chose au moment où on a vu la patiente. Je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus. Oui, j'y ai pensé, c'est vrai, lorsque j'ai vu ce cas-là. Euh, Docteur Ibrahim, est-ce qu'on pourrait revenir à la diapo précédente qui montrait les résultats? Parce que morphologiquement, surtout si vous faites une biopsie euh, vous devriez pouvoir faire une différenciation morphologiquement entre un LNH et des cellules immatures. Je crois que si l'on y réfléchit, si c'est vraiment une crise plastique de LMC, on passe au CHOP et là, on est 3 4 ans plus tard et on a toujours une rémission, c'est probablement plutôt lymphoïde et non pas un LNH. Mais il faut confirmer d'abord que ce n'est pas un ALL, que c'est bien vraiment un LNH qui s'est montré en coexistence avec la LMC. Oui, merci. Je suis d'accord avec vos commentaires. Et nous avons, nous aussi, rencontré certains patients dans une situation similaire. Et je suis d'accord pour dire que la chose la plus importante pour le médecin traitant est de faire en sorte que l'histologie est bien vérifiée et envoyée pour un deuxième avis pour vérifier s'il s'agit pas d'un lymphome blastique. Et j'ai eu aussi un patient avec cette crise blastique lymphoïde. Et là, à ce moment-là, je ne crois pas que le résultat serait le même parce que ces patients ne s'en sortent pas très bien. Au début, on pense qu'ils vont bien s'en sortir, mais ensuite, on a une période de temps où on passe à la transition vers une greffe et là, la maladie revient très fortement. Je fais part déjà d'une expérience que j'ai eue où j'ai géré un patient qui avait aussi un cancer de l'œsophage. Et là, c'était assez difficile parce qu'on avait la chimiothérapie qui était donnée aux patients. Et donc, la patiente était vraiment cytopénique. Et malheureusement, pour cette patiente, on avait pensé qu'elle avait peut-être une anomalie médulaire sous-jacente parce qu'elle avait un problème de thyroïde, elle avait, je crois, un problème ovarien et elle venait d'être diagnostiquée avec une LMC et une dysphagie progressive et puis le diagnostic de cancer de l'œsophage. Malheureusement, elle a succombé aux complications. euh,
avec une infection neutropénique dans le contexte d'une rechute, mais le problème à ce moment-là était essentiellement de trouver l'équilibre au niveau des cytopénies. Là, j'ai commencé à réfléchir à l'expérience des autres experts et des collègues d'autres pays, notamment d'autres pays africains. Parce que l'un des défis que l'on a à relever, même s'il n'y a pas de double cancer, il y a la cytopénie qui, dans certains patients, tolèrent tout à fait la chimio, d'autres non, pas du tout, il faut réduire les doses et là, dans ce cas-là, on avait un patient, pour laquelle on a dû, attendre avant de ou faire une pause de l'imatinib à cause, de la cytopénie. Et puis j'ai eu un cas d'un collègue avec cancer du sein et LMC. Bon, sa patiente s'en est bien sortie, on a, heu continuer le traitement pour le cancer du sein avec, chimiothérapie et maintenant elle poursuit en entretien avec des ITK. Donc voilà les cas que je peux vous présenter ici en commentaire. Merci. Merci, docteur Mathilda. Je crois que vous avez soulevé une question très importante qui m'était venue en tête également. La cytopénie, très souvent, on la voit aussi en Tanzanie et c'est là l'un des grands problèmes pour nous. C'est vraiment voir comment on peut traiter un patient qui a deux diagnostics de cancer avec une chimiothérapie qui cause une cytopénie. Et je voulais mentionner quelque chose là-dessus. Peut-être que vous avez une idée? Oui, bon, cela dépend de la réactivité du patient. Il faut voir aussi d'abord l'histoire naturelle de la LMC en phase chronique qui est de 5 ans. Mais pour un cancer de l'œsophage, il y a des problèmes pour avaler, il y a des cytopénies, etc. Donc là, moi, je préférerais attendre. Je dis aux responsables aux oncologues pour l'œsophage, écoutez, à vous de jouer, et puis moi, j'interviendrai plus tard. À vous de commencer, parce que là, il y a trop de choses. L'historique naturel de la LMC, c'est très loin. Le cancer de l'œsophage, c'est terrible, vraiment. Donc là, je dirais qu'il faudrait peut-être attendre avant de passer au traitement. Pour la question de la cytopénie, n- on parle beaucoup de cela dans nos réunions, et c'est peut-être à cela que vous faites référence. On a des patients qui commencent uniquement sur ITK, et puis on les passe d'un ITK à un autre, et la cytopénie persiste. Je viens d'avoir, une patiente de 76 ans pour une greffe parce qu'elle ne pouvait pas tolérer les ITK parce que les, globules blancs chutaient de 15 à 20, c'était terrible. Il n'y avait pas d'explication évidente de la cause et là, j'ai regardé toutes les études qui ont été faites sur, des patients qui passent d'un ITK à l'autre et il y a un effet adverse d'intolérance croisée, c'est, la cytopénie. La cytopénie se retrouvait partout. Bon, la nausée, si on passe de l'imatinib à, autre chose, bon, ça peut s'améliorer, mais là, rien n'a changé au niveau de la cytopénie et des ITK. Je ne sais pas si vous avez d'autres expériences? Oui, oui, nous venons d'analyser, heu heu notre groupe de patients sur les ITK et on a eu, non seulement une cytopénie persistante, mais aggravée lorsqu'on est passé de l'imatinib à un autre ITK et on le voit dans, 90 des cas, le patient ne s'améliore pas. La cytopénie persiste avec d'autres ITK et en général, ce sont ceux qui ont de, très piètres pronostics. Notre idée, c'est que comme ces patients arrivent tardivement, notre théorie, c'est que ils ont déjà des cellules souches en déplétion lorsqu'ils arrivent. Donc la cytopénie, au niveau des ITK, c'est plus une question d'efficacité plutôt que de toxicité parce qu'après
après, heu, on n'a pas la possibilité de repeupler la moelle osseuse. Donc lorsqu'on regarde la cytopénie, on a vu souvent que c'était des cas de patients qui étaient à haut risque en phase chronique. C'est un point très, très important parce que la cytopénie, surtout les 3 premiers mois, surtout pour les patients, comme ceux que vous avez, présentés avec une charge, maladive importante, effectivement, la cytopénie, doit être contrôlée les 3 premiers mois. Vous avez commencé avec l'imatinib et en général, je continue et je répète, la ponction lombaire au bout d'un mois, mais sinon, on insiste vraiment beaucoup. Autre point dont vous devez être conscient, ce sont les études qui ont été menées et je me demande si certains de ces patients, pas ceux qui ont la charge la plus forte, mais si vous avez fait des ajustements de dose et si ça fonctionnait. Disons, au bout de 2 mois, est-ce que vous avez fait des ajustements et est-ce que ça fonctionnait? Mathilda, vous avez dit que les premiers mois sont les plus importants. Eh bien, l'une des choses que nous avons faites, et je crois que le docteur Nasser l'a dit dans sa présentation, c'est l'imatinib en première intention, avant de passer aux substances de deuxième intention. La difficulté étant que nous ne pouvons pas faire les tests de mutation. Mais si un patient s'en sort assez bien pendant plus de 6 mois et qu'il n'y a qu'une neutropénie faible et qu'il y a un rapport de globules blancs de 3 à 1, on peut réduire à 3 comprimés. J'ai eu ce cas cette année. C'est un patient que l'on revoit tous les 3 mois, mais ce n'est pas un patient typique. Il se débrouille plutôt bien. Nous avons également un patient plus jeune qui a eu beaucoup de mal avec l'imatinib. Il continuait à avoir des hépatites provoquées par les substances médicamenteuses. Et donc, on a essayé la désatinib à une faible dose, mais la seule chose qui a fonctionné, c'est le phonotinib à 200 mg. Donc, la difficulté, ce sont les patients avec des faibles doses. Il faut encourager le suivi moléculaire dans la mesure du possible, même si c'est espacé tous les 6 mois, pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose. Il ne faut pas qu'ils perdent leur réponse. Mais il faut essayer d'autres médicaments. Donc, c'est ce que je disais, on essaye de faire plusieurs médicaments, mais toujours avec un suivi cellulaire et des ponctions lombaires. Je vois 2 mains levées. Stéphanie, oui, nous avons le docteur Benek en premier et ensuite le docteur Bolarinva. Et je vois également que Mary a levé la main. Donc, docteur Benek, je vous en prie, vous pouvez brancher votre caméra et vous adresser à l'audience. Soyez la bienvenue. Merci. Oui, la cytopénie est toujours très difficile à gérer. Et je suis bien consciente que pour ceux qui ont été diagnostiqués récemment, ça peut être un signe, un pronostic assez faible, assez pauvre.
Alors, en général, ce que j'essaie de faire est la chose suivante. Nous voyons des thrombocytopénies plutôt que des cytopénies. Donc, nous continuons à insister jusqu'à ce que ça devienne symptomatique. Nous réduisons certains médicaments, ensuite nous maintenons la thérapeutique, mais pas trop longtemps. Parce que pour ceux qui viennent d'être diagnostiqués, s'ils n'arrivent pas à prendre la dose recommandée, eh bien, il y a mutation. Et donc, la cytopénie reste une véritable difficulté. Après un certain temps, lorsque nous avons fait de l'induction, il peut y avoir une rémission, mais ce n'est pas général. Et à ce moment-là, il faut garder 300 milligrammes par jour. Donc, tout ça pour dire que la prise en charge de la cytopénie est difficile, surtout lorsqu'elle apparaît au début de la thérapeutique. C'est un défi parce qu'il peut y avoir mutation rapide. Si le patient présente un certain degré de rémission, eh bien, cela signifie qu'il y a certainement déjà une mutation en cours. Voilà ce que j'avais à ajouter. Et vous continuez combien de temps avec les plaquettes? Écoutez, officieusement, jusqu'à 20, mais c'est officieux. Hein, ça, c'est un suivi serré en asymptomatique. Mais voilà, ça, c'est officieux, hein. Je suis d'accord avec vous. Merci. Nous donnons la parole maintenant à Raman Bolariwa. Je vous en prie. Docteur Bolarinva, vous pouvez brancher votre micro. Sinon, vous pouvez poser votre question par écrit dans le chat. Merci. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien, monsieur. Allez-y. Je voulais simplement donner mon avis sur la question de la cytopénie. Et la question de l'hématologie, puisque c'est ma spécialité. Nous voyons beaucoup de patients avec une cytopénie au début de la thérapeutique. Il faut augmenter les doses en fonction de l'ITK. Nous utilisons également les TDM, donc une thérapeutique surveillée qui propose une option intéressante pour les patients. Bon nombre de nos patients, après avoir fait la TDM, présentent une amélioration de leur état avec l'imatinib. Je me souviens de 3 ou 4 patients qui sont sur 300 milligrammes et qui vont bien, qui acceptent bien et qui présentent une rémission moléculaire. Donc, c'est quelque chose que nous essayons de répéter sur d'autres patients. Donc, 300 milligrammes avec des TDM pour vérifier le niveau des substances acceptables. Et c'est très utile de procéder ainsi lorsque nous commençons la thérapeutique. Lorsqu'il y a une imatinib très élevée et qu'il y a une rémission, c'est en général un signe de cytopénie. Donc, il faut faire attention. On ne peut pas toujours baisser l'imotinib au niveau recommandé. Il faut voir si nous n'allons pas induire une cytopénie. C'est pourquoi nous travaillons toujours en coopération avec les pharmacologues. En général, nous référençons le patient en pharmacologie
pour bien définir la dose adaptée. Donc, c'est très utile en tout cas. Voilà, je voulais partager ce point de vue. C'est une façon de traiter ou en tout cas de prendre en charge la cétopénie. À part cela, il y a d'autres choses que nous faisons depuis un certain temps sur les patients. Le changement des ITK, par exemple. Lorsque nous changeons les ITK, on voit qu'il y a une disparition très souvent de la cétopénie. Merci. Ça, c'est une perspective très intéressante. Moi, je fais le TDM depuis peu de temps, c'est très rare. Et je vois des effets secondaires très importants comme la cétopénie ou d'autres. Et c'est pourquoi j'y recours assez peu, en fait. Merci. Nous sommes à 5 minutes de la fin de notre réunion. Je vérifie rapidement s'il y a des questions dans le chat. Il n'y en a pas. Donc, je me tourne vers notre panel d'experts pour savoir si vous avez des derniers commentaires à faire, des dernières questions que vous souhaiteriez aborder avant que nous terminions la séance. Je crois que c'est une discussion très intéressante. On a entendu des cas très intéressants, des présentations très intéressantes. Et donc, j'aimerais vraiment remercier tous les orateurs, tous les panélistes. C'est une très bonne soirée avec une très bonne discussion. Absolument, je suis tout à fait d'accord et je voulais dire également au docteur Aslam que si vous mettez 10 experts états-uniens sur la LMC, vous aurez 10 opinions différentes. Clairement, la prise en charge n'est pas normalisée. On ne sait pas si on doit faire une chimiothérapie, plusieurs chimiothérapies, quel type de chimiothérapie. D'ailleurs, le docteur Copeland a écrit un article bien connue. C'est une spécialiste, mais pour le reste, il faut quand même se rendre à l'évidence que l'état des connaissances est assez maigre. Mais tout cet échange a été très, très intéressant pour la prise de décision. Donc, un échange d'informations précieux. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est une bonne façon de terminer parce que cela nous conduit à insister sur la beauté et l'intérêt de ces échanges. On voit que les régions ne réagissent pas de la même façon, mettent en place des thérapeutiques différentes. Alors, il y a une toute dernière question. Enfin, c'est l'occasion de poser une toute dernière question. Il y a ici une question sur le GCSF dans les neutropénies persistantes pour les patients LMC et l'utilisation du thrombopaque. Maria, tu veux y répondre? Oui, absolument. Nous utilisons le GCSF à court terme pour les neutropénies, mais pour le long terme, il faudrait sans doute passer à autre chose, mais peut-être les ITK et envisager une greffe. Nous avons très peu de cas. Nous utilisons très peu cette situation pour les patients LMC. Ça a été utilisé pour les patients qui ont fait une chimio parce qu'ils avaient d'autres types de cancers. Et nous avons une certaine cohorte de patients qui l'utilisent, mais pas des patients qui sont sous GCSF sur le long terme. Oui, une question subsidiaire, si vous me le permettez, docteur Copeland. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais neutropénie, 3 mois, on a commencé les ITK et là, d'autres experts ont dit qu'en cas de neutropénie, c'est un signe de transformation. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire sur l'aspect moelle et osseuse ici?
avec les différents facteurs lorsqu'il y a crainte de transformation. Je, je ferai un film hématologique pour voir s'il y a des blasts. Et puis à ce moment-là, je passerai ensuite à la moelle osseuse, mais le GCSF va pas provoquer la transformation, mais on va pouvoir intervenir plus rapidement. Non, on ferait un film hématologique parce qu'on a eu des patients qui avaient eu le GCSF qui n'ont pas bien réagi et la neutropénie s'aggravait d'ailleurs. Merci. Merci. Je voudrais remercier la Fondation internationale de la LMC. Je suis désolée de vous avoir rejoint un peu tard, mais en tout cas, merci beaucoup de vos efforts continus qui permettent de regrouper des experts de différentes régions et d'essayer, et merci d'avoir coordonné les réunions avec des experts internationaux. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'ICMLF qui garde espoir et qui garde la régularité de ces réunions parce que ces séances sont toujours intéressantes, on apprend toujours beaucoup et puis après on apprend aussi qu'on n'est pas les seuls à se taper la tête contre les murs, parfois ne pas savoir ce que l'on doit faire. Donc, formidable. Merci beaucoup. De ces paroles très cordiales. C'est à moi maintenant de vous remercier tous au nom de l'ICMLF, notamment au docteur Nasser et au docteur Ibrahim de nous avoir présenté des cas intéressants et des questions intéressantes aussi. Merci à la professeure Copeland et au docteur Atala au docteur Mathilda Roncondi, des deux experts internationaux, un expert africain et puis le docteur Atala qui était un peu des deux. Donc, merci d'avoir contribué, d'avoir apporté votre expertise à la discussion. Ça a été vraiment très intéressant. Alors, s'il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter à l'ICMLF. C'est info@icmlfondation.com et on pourra envoyer vos questions aux experts. S'il y en a en plus. Merci à tous et avant de terminer, j'aurai 2 diapos supplémentaires à vous montrer pour annoncer les 2 webinaires qui nous attendent. Voilà, j'espère que vous voyez cette diapo. Alors, le prochain groupe de discussion africain tiendra le mercredi 15 octobre. Vous voyez des sujets intéressants d'ailleurs, justement, tenter une TFR dans un environnement où les ressources sont limitées. Deuxièmement, le suivi BCR-ABL et l'intervention, notamment lorsqu'il y a de faibles réactions. Quelles sont les orientations actuelles? On aura des experts de nos centres africains et centres internationaux. Et la troisième séance se tiendra, elle, le mercredi 12 novembre avec la LMC et les grossesses dans des environnements où les ressources sont limitées et les défis supplémentaires qui sont liés au respect du traitement. J'espère qu'on vous y reverra. Merci à vous tous, merci aux experts du panel, merci à vous tous de vos contributions et de votre participation. Merci beaucoup, au revoir.